Donc, on va commencer là, par une introduction au cours là, du pilote planeur et CFPA, donc du cours de pilote, de cours de formation de pilote avion. Donc, je vais juste expliquer là, c'est quoi un peu là, les deux cours que vous pourrez faire cet été. Juste avant que je commence, donc si vous voulez ouvrir vos caméras, vous pouvez, là, je ne vous oblige pas, mais c'est sûr que c'est plus facile pour moi de vous voir. Puis aussi, si vous avez des questions, là, vous avez juste à lever la main sur Teams. Je vais être capable de le voir. Là, j'ai un deuxième écran, donc je vais être capable de voir si vous avez des questions. Vous pouvez également écrire là, dans le chat puis je vais essayer de répondre là, au courant de la présentation. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis le capitaine Christophe Simard. Donc, j'ai fait planeur en 2014 et j'ai fait Power en 2015. Je l'ai fait à Bromont, le cours. Puis depuis 2007, là, j'ai été officier sur plusieurs camps d'été. Donc, j'ai été officier là, sur les cours de pilotage d'avion, les cours de pilotage planeur. J'ai également là, donné des cours de pilotage d'aérospatial en ligne et en présentiel là, l'été passé à Valcartier. Donc, tout relié par rapport à l'aviation. Puis, je suis également officier là, dans un escadron à Québec. Également, vous allez pouvoir me voir là, si vous venez au champ de vol de Valcartier. Je suis là les fins de semaine, là, donc je m'occupe des escadrons, puis je fais voler des cadets également. Avant de continuer, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport au cours ou par rapport à des choses que vous avez vues la semaine passée que vous n'avez pas compris? Oui, allez-y, Monsieur Moria. Euh, il y avait pour documentation comme carnet de vol, les choses comme ça. C'est juste les choses médicales. Est-ce qu'il faut les connaître par cœur ou c'est plus personnellement pour nous pour savoir si qu'est-ce qu'on a besoin plus précisément ou ça va être dans l'examen? Par exemple, mettons la classe 3 versus la classe 4 ou classe 1, les types de médicales, là. Oui, puis comme le type, le privilège des privilèges Ben, vous devez savoir les années, là, mettons, si c'est valide de 5 ans ou 2 ans, si c'est valide aussi selon tu sais, mettons, la classe 1, c'est pour le commercial. Si vous avez plus de 40 ans ou moins de 40 ans, ben là, les années diffèrent. Donc, ça, vous devez vraiment le savoir par cœur, là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions avant que je continue? Super. Donc, dans ce petit module-là, on va parler là, du processus de sélection pour le candidat, du certificat médical, puis la différence entre le cours de pilote, le cours de formation de pilote planeur et le cours de formation de pilote avion, ainsi que les politiques là, par rapport au candidat. Donc, le processus de sélection, ben, là, premièrement, vous êtes en train de faire les cours en ligne. Donc, ça, c'est la première étape là, du processus pour le candidat. Il va y avoir un examen là, qui va être soit sur papier ou ordinateur du 1er au 7 février. Donc, vos escadrons respectifs là, vont communiquer avec vous pour vous donner les procédures pour faire l'examen. Puis ensuite, du 8 au 15 février, là, les notes vont être transférées via les commandants des unités. Puis, vos commandants par la suite là, vont pouvoir regarder avec vous là, si vous avez réussi ou non l'examen. Parallèlement à ça aussi, il va y avoir la révision du dossier. Donc, si vous passez l'examen, après ça, vous allez devoir là, envoyer votre bulletin scolaire de juin 2024, toute l'année passée, là. Ensuite, vous allez aussi le pointage prend en compte là, la présence aux ADER, donc les activités régionales, les activités là, nationales aussi, la présence aux activités obligatoires. Donc, toutes les participations aux activités, là, quand vous êtes présent aux activités de votre escadron, c'est comptabilisé sur le système Forteresse. Puis, ça va être comptabilisé là, pour le camp d'été. Donc, plus que vous êtes présent aux activités, plus que vous avez de chances de faire le camp d'été. Ensuite, il va y avoir l'entrevue. Donc, ça risque d'être probablement similaire à l'année dernière. Donc, il y avait des entrevues en ligne qui étaient faites là, dans le coin de février. Puis, il va y avoir plus d'informations là, à venir par rapport à ça.
Oui, cadette Giasson. Est-ce que le bulletin scolaire de l'année d'avant compte pour beaucoup? Je vais vous montrer après ça, c'est quoi le pourcentage, là. Je vais vous montrer c'est quoi la norme, puis je vais vous montrer qu'est-ce qui compte pourquoi. Donc, je vous reviens là-dessus. Juste voir, c'était. Je vais vous le montrer tantôt, le document en question. Juste les dates clés. Donc, les cours que vous faites en ce moment, là, c'est du 3 novembre au 21 décembre. Il va y avoir une petite pause durant le temps des fêtes, puis ça va recommencer le 5 janvier jusqu'au 31 janvier. Ensuite, il va y avoir les examens, comme j'ai parlé. Les notes vont être transmises au commandant. Puis, avant le 16 mai, vous allez devoir envoyer votre médical, une copie là, à votre commandant d'unité, puis qui va pouvoir le transmettre votre URSC. Donc, c'est super important de l'avoir avant le 16 mai. Si vous ne l'avez pas avant le 16 mai, ben, vous ne pourrez pas participer sur le camp d'été. Je vais vous expliquer par la suite là, c'est quoi la procédure pour avoir accès là, à votre certificat médical, comment on fait pour prendre un rendez-vous. Donc, les documents que vous devez transmettre, là, c'est le bulletin et le certificat via votre commandant d'unité. Je vais vous montrer le document que je parlais. Donc, si vous tapez sur Internet, là, 80-60 processus de sélection des cours nationaux des cadets de l'air, je vais vous envoyer également le lien dans le chat. Là-dessus, là, vous allez avoir les critères de sélection. Fait que normalement, si vous êtes en ce moment là, sur les cours en ligne, c'est que vous avez l'âge requis pour faire les cours normalement. Euh, Puis, dans les facteurs d'évaluation, examen de dossier, l'annexe E, c'est là que vous allez avoir là, toutes les pour le pourcentage de qu'est-ce qui compte. Donc, la présence aux activités compte pour 20 points. Votre grade, c'est sur 5 points. Euh, Après ça, participation aux activités, les nombres de candidatés que vous avez fait, nombre d'années dans le programme des cadets, l'âge que vous avez en ce moment. L'évaluation de la condition physique est plus requise, là, donc depuis l'année passée, c'est aboli. Euh, Après ça, si vous avez fait des cas d'écart, le choix du commandant, puis là, il y a les bulletins aussi scolaires, là, fait que vous allez pouvoir lire ça, puis voir un peu là, les pourcentages que vous pourriez avoir par la suite. Puis le nombre de places là, qu'on va avoir cet été, on ne sait pas encore. Donc, ça va dépendre là, de combien de sites sont capables d'avoir là, pour l'été prochain, puis le budget qu'ils ont. Là. Donc, on ne sait pas encore le nombre de cadets qui peuvent participer au camp pour l'été qui s'en vient. Le certificat médical. Donc, vous avez vu la semaine passée là, que dans vos cours, qu'il fallait un certificat médical pour piloter un avion. Donc, si vous n'avez pas encore pris de rendez-vous avec un médecin de l'aviation, ça va être important de le faire très rapidement. Donc, c'est quand même long le processus, là. Pour savoir là, c'est qui les médecins de l'aviation. Donc, ce n'est pas tous les médecins qui peuvent faire des examens médicaux. Donc, vous devez aller sur le site là. Je vais vous l'envoyer dans le chat pour que vous ayez accès aussi. Si vous allez sur le site ici, vous arrivez là-dessus, vous allez pouvoir mettre Canada, soumettre. Après ça, vous allez pouvoir rechercher par ville. Fait que, mettons que je mets pour Québec.
faites soumettre, vous allez avoir là, la liste des médecins à Québec qui peuvent faire des certificats médicaux pour l'aviation. Puis ben là, vous essayez de les appeler, puis lui qui répond plus vite, ou lui le plus proche de chez vous, là, vous pouvez prendre celui-là. Fait que vous avez toutes les informations, là, les numéros de téléphone, quelque chose comme ça. Puis même des fois, vous pouvez vous inscrire en ligne. Donc, sur le site du médecin, là, c'est là que vous allez prendre rendez-vous directement en ligne. Donc, le coût est environ de 150 à 450 là, fait que ça dépend si vous prenez un catégorie 1 ou catégorie 3. Donc, pour les cadets, il faut minimalement un catégorie 3. Vous avez vu la semaine passée là, avec un catégorie 4, vous pourriez faire planeur, mais par contre, pour les cadets, là, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment un catégorie 3 pour les cadets. Ou si vous envisagez là, de devenir pilote de ligne par la suite, ben, peut-être faire un catégorie 1, là, mais pour de vrai, un catégorie 3 suffit amplement, puis il est moins cher aussi. Donc, c'est ça pour la catégorie 3. Puis c'est super important là, que quand vous prenez votre rendez-vous puis vous parlez au médecin, ben, vous devez déclarer là, vraiment tous les problèmes de santé que vous avez. Si vous mentez, ben là, puis après ça, il s'en aperçoit, ben, vous pourriez être poursuivi en justice. Si vous avez des problèmes de vue, donc super important là, d'amener vos lentilles ou vos lunettes lors de l'examen médical. Puis tout dépendant là, de votre condition de vue, ben là, ça se peut qu'il accepte les lunettes ou les verres. Donc, ça va dépendre vraiment là, selon la discussion avec le médecin. Puis, par la suite, là, il y a aussi un autre 55 donc, ça, ce 55 $-là, il est à payer à Transport Canada. Donc, on va vous envoyer une facture là, par courriel, puis vous allez devoir payer cette facture-là. Donc, ça, c'est pour le traitement du dossier là, par Transport Canada. Oui, Cadet Montréal. Euh, c'est quoi les aptitudes mentales? Genre, est-ce qu'on a besoin de devoir s'inquiéter ça pour les cadets ou on est correct? Aptitude mentale, ben il n'y aura pas d'examen de mathématiques ou des choses comme ça. Là. Il y aura pas de, c'est juste que mentalement, êtes-vous correct? Là, tu sais, avez-vous des déficiences mentales? Êtes-vous médicamenté pour des déficiences mentales, des choses comme ça? Sinon, ben, vous devriez être correct. Là. Il n'y aura pas d'examen écrit ou des choses comme ça. Là. C'est pas tester vraiment votre mental en quelque soit. Là. C'est vraiment plus savoir si vous êtes apte à piloter un avion. Là. Les examens D'accord. médicaux, oui, allez-y. Non, je veux juste dire merci, c'est tout. Ah, super. Les examens médicaux non complexes peuvent prendre entre 3 et 6 mois. Donc, vous avez vu tantôt, il fallait l'envoyer avant le 16 mai. Fait que c'est super important de le faire assez vite là, parce que ça, c'est si c'est pas complexe. Donc, si vous n'avez pas de verre de contact, que vous n'avez pas d'allergie, que tout va bien, vous êtes en santé, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Si vous avez des problèmes de santé, des allergies, des choses comme ça, ben là, on augmente le temps. Puis si vous voulez avoir le temps de l'envoyer avant le 16 mai, ben, super important de prendre le rendez-vous très rapidement. Euh, donc, le certificat médical ressemble à ça ici. Donc, ça, c'est quand vous allez, après d'être allé chez le médecin, Transport Canada va vous l'envoyer par la poste. Super important là, de le signer quand vous le recevez. Si vous changez d'adresse, super important de le dire dans les 7 jours à Transport Canada pour qu'ils puissent faire les modifications dans votre dossier. Vous devez apporter l'original avec vous là, sur le camp d'été. Puis si vous le perdez ou il passe dans la laveuse, ben c'est 55 à le refaire. Donc, super important là, de le mettre en une place sécurisée puis d'y faire attention. Même si, lorsque vous avez votre certificat médical, si vous commencez à prendre un nouveau médicament, ben, super important de rappeler votre médecin d'aviation puis discuter avec lui si vous pouvez continuer de voler malgré ce nouveau médicament-là que vous prenez. Parce que c'est pas à cause que votre certificat médical est valide pendant 5 ans que là, si pendant 5 ans, vous avez un nouveau problème de santé, ben là, vous devez le déclarer. Si, admettons, vous avez vous attrapez une maladie, quelque chose comme ça, mais que, tu sais, que ça se guérit vite, là, vous avez vous cassez un os ou quelque chose comme ça, ben ça va être temporairement. Vous ne perdrez pas votre papier physique, vous allez encore l'avoir, là. C'est juste que vous ne pouvez pas voler là, si vous avez une jambe cassée, ça c'est sûr. Là. À un moment donné, c'est du gros bon sens aussi.
Donc, le CFPP, donc cours de formation de pilote planeur, donc pour ceux qui veulent faire planeur cet été, euh, c'est d'une durée de 6 à 7 semaines, là. Ça dépend un peu de la région où que vous êtes. Les lieux sont limités, donc il n'y a pas des camps partout au Canada. Si vous êtes au Québec, ben, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu que ça se passe. Puis vous devez prévoir de partager une chambre. Donc, ceux qui n'ont jamais fait de camp d'été, là, prévoyez-vous là, que vous allez partager une chambre avec d'autres personnes. Vous avez 49 vols à faire. Donc, les 24 premiers sont avec un instructeur. Donc, il y a un instructeur là, qui est assis derrière vous, vous êtes en avant. Puis par la suite, lorsque vous avez fait vos 24 vols qui sont réussis, vous allez faire 20 vols en solo avec des vols en double aussi là, mélangés à ça. Donc, vous avez 20 vols à faire là, pour réussir le Canada. Oui, allez-y, Kademoririan. Est-ce qu'il y aurait aussi des cours comme dans une classe ou c'est juste lorsqu'on va être dans le planeur? Non, vous allez avoir les deux, là, c'est le point suivant. La théorie là, est effectuée autant pendant souvent, qu'est-ce qui va se passer, là, c'est qu'il y a deux escadrilles. Donc, il y a une escadrille qui va voler le matin, puis l'après-midi, elle va avoir de la théorie dans une salle de classe. Puis, c'est le contraire là, pour l'autre escadrille, elle vole le matin, elle a de la théorie le matin, puis elle vole l'après-midi. Puis, quand il fait pas beau, ben là, tout le monde est en théorie au début. Puis là, à la fin de l'été, ben là, la théorie va être toute passée, là, fait que ça va être juste du vol. OK, merci. Euh, Ensuite, sur le camp d'été, donc, vous allez avoir un autre frais à payer qui est l'examen de pilote planeur théorique. Donc, ça, c'est un examen là, en classe. Donc, c'est à la 5e semaine environ du camp d'été que vous allez le faire. Et vous devez aussi payer des frais de licence de 55 donc, pour avoir vos licences. Fait que oui, il y a quand même quelques frais reliés à ça, mais c'est sûr que l'aviation, c'est quand même assez dispendieux, là. Déjà que vous n'avez pas à payer tous vos cours, c'est quand même pas très cher là, de payer ces petits frais-là pour avoir vos licences. Maintenant, pour le cours de formation de pilote avion, ça, c'est une durée de 7 semaines. Les emplacements là, sont limités. Des fois, il y en a un peu plus. Donc, c'est des écoles de pilotage civil qui donnent la formation. Donc, comme à Québec l'année passée, là, c'était à Saint-Honoré que le cours était donné. Les hébergements, ça va être soit sur des camps d'été ou dans des hébergements, là, des cégeps, des universités, des choses comme ça. Les cadets volent entre 45 et 48 heures, donc vous avez tout un minimum là, de 45 heures à faire sur le camp en avion, dont des vols en double et en solo par la suite. Votre premier vol en solo doit être fait avant 14 heures. Donc, sinon, là, on va les voir plus loin, mais si vous ne réussissez pas à faire à partir de cela avant 14 heures, là, il va y avoir des comités de progression de la discipline, de la performance pour voir là, si vous êtes apte à continuer le camp d'été ou non. Euh, Ensuite aussi, là, vous allez avoir un vol voyage qu'on appelle, qui est de 150 000 nautiques. Donc ça va vous allez devoir faire ça durant l'été. Ça vous fait un beau petit voyage là, en avion. Fait que vous le faites une fois en double et une fois en solo. Ensuite, ça ressemble un peu au cours planeur là, pour la théorie. Fait que soit que vous volez le matin puis que vous avez la théorie l'après-midi ou vice-versa. Et encore là, il y a des frais de 130 pour l'examen écrit, puis des frais de licence de 55 Si vous avez fait planeur l'été passé, puis là que vous faites avion, ben là, c'est sûr que les frais vont être moindres là, pour les licences parce que vous avez déjà vos licences. Donc, ça, c'est les politiques, là, les normes de rendement pour le cours de pilote planeur. Donc, ça peut faire peur un peu, c'est juste qu'on doit vous dire que c'est quand même un cours, c'est pas des cours faciles, les cours de pilotage. Donc, vous devez être assidu. C'est très faisable là, de réussir, mais vous devez donner un certain rendement. Donc, si vous n'êtes pas capable de partir en solo, vous avez
des échecs là, du test en vol, des échecs du reprise de test en vol ou plusieurs vols là, qui sont non réussis, ben, vous pourriez passer là, devant un comité d'évaluation des progrès. Fait que là, vous allez devoir justifier là, pourquoi c'était plus difficile ou pourquoi vous n'avez pas réussi. Puis là, après ça, eux, ils vont décider ben, soit qu'ils vous donnent des vols de plus ou ils vont dire ben là, vous devez retourner à l'unité parce qu'on ne peut plus vous donner assez de vols. Si vous ne réussissez pas aussi l'examen écrit, ça peut être une situation d'échec. Des fois, on peut le reprendre, mais ça dépend là, donc de votre dossier. Sur le CFPA, donc le cours d'avion, il y a un peu la même affaire. Donc, si vous ne pouvez pas partir avant 14 heures en solo, vous allez devoir passer devant un comité. Si il vous faut plus que 48 heures là, pour réussir à faire tous vos vols, ça peut être également là, une raison. Si vous avez un échec au test en vol, donc le vol final, qui est comme le dernier vol pour réussir votre cours, ou si vous ne réussissez pas là, les examens de Transport Canada, donc les examens papier. Aussi d'autres raisons là, qui peuvent faire que vous retournez à l'unité, soit donc, si vous ne remplissez pas les prérequis du cours, y compris les limitations physiques, fait que pour le cours planeur, vous avez des poids minimum, des poids maximum, ainsi que des grandeurs minimum et maximum. Donc, si vous arrivez sur le camp, puis finalement vous êtes trop lourd ou vous n'êtes pas assez lourd, ben, ça se peut que vous devez retourner à l'unité. C'est vous qui vous retirez volontairement là, parce que ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas dans une bonne phase de votre vie ou quelque chose comme ça, ben, vous ne pourrez pas faire une nouvelle demande là, pour les années à venir. Fait que si vous étiez sur planeur, vous ne pourrez pas l'année prochaine dire ben là, je veux faire le cours d'avion, là, c'est tant pis. Ensuite, si vous perdez là, votre certificat médical pendant le cours, donc je ne sais pas, là, vous étiez en train de courir sur le champ de vol, puis vous cassez une jambe, quelque chose comme ça, vous foulez la cheville, puis vous ne pouvez plus continuer de voler, ben là, ça va dépendre de votre demande, de votre cas, savoir là, si vous pouvez réappliquer l'année d'après ou non. Si pour des raisons d'inconduite, encore là, ça va dépendre du cas, voir si vous pouvez refaire le cours ou non. Puis si vous avez des cas répétés de mal de l'air, ça se peut aussi là, qu'on vous retourne à l'unité. C'est sûr que moi-même, ça m'est déjà arrivé là, d'avoir mal au cœur, puis de couler un vol là, parce que ça ne fonctionnait pas. J'avais vraiment trop mal au cœur. Ça peut arriver, donc ils vont vous redonner un vol là, sans problème. Par contre, si ça arrive à chaque vol, ben là, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner, là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport là, à ce que je viens de présenter en ce moment? Oui, allez-y. C'est quoi les poids minimal, maximal pour cours de planeur? Vous allez les avoir là, sur qu'est-ce que je vous ai montré, le site tantôt. Je ne sais pas par cœur. Vous les avez ici. Vous pouvez prendre un petit screenshot si vous voulez, non? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? On va continuer tout de suite là, sur le prochain sujet, puis après ça, on va prendre une pause là, entre les autres sujets. Donc, on va continuer avec tout ce qui est les normes que vous avez commencé là, la semaine passée. Donc, on va être rendu là, au point 401.04 par rapport aux aérodromes. Donc, pour ce module-là, qu'est-ce qu'on va voir, là? C'est les définitions relatives aux aérodromes, les marquages de l'aérodrome, les balisages de l'aérodrome, les signaux de circulation au sol, le marquage des pistes et les règlements d'un aérodrome, donc les interdictions là, sur un aérodrome. Donc, je comprends que ce n'est pas si passionnant le RAC, là, donc la réglementation, c'est beaucoup de définitions. Je vais essayer de les résumer là, pour ne pas lire des gros textes comme ça. Donc, un aérodrome, là, c'est tout terrain ou plan d'eau qui peuvent vous faire décoller en avion.
Donc, si vous êtes dans un champ de mononc-roger, puis que vous pouvez décoller puis atterrir avec votre avion, ben, ça pourrait être considéré comme un aérodrome. Un étendue d'eau assez grand pour atterrir peut être considéré comme un aérodrome. Euh, ou que des activités de planeur, des choses comme ça, peuvent être considérées comme un aérodrome. Ensuite, vous avez les aéroports. Donc, tous les aéroports, c'est également là, des aérodromes. La seule différence, c'est que les aéroports, il y a un certificat d'émis. Donc, super important, là, dans les examens, on va souvent vous le demander. Donc, souvent, là, la question, c'est est-ce que un aéroport, c'est enregistré ou certifié? La réponse est certifié parce qu'il y a un certificat d'émis. Donc, ça veut dire là, que l'aéroport atteste des normes de sécurité, puis on la classifie comme un aéroport. Fait que vous avez l'aéroport de Québec, vous avez l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'aéroport de Montréal, l'aéroport de Saint-Hubert. Donc, ça, c'est tous des certificats qui ont été émis puis qui attestent que c'est sécuritaire, puis fait là, pour que les avions puissent atterrir sans problème. Ensuite, on a les aires de manœuvre. Donc, les aires de manœuvre, là, c'est tout ce qui peut faire décoller l'avion et les mouvements pour se rendre. Donc, la piste d'atterrissage, ça fait partie de l'aire de manœuvre. Les taxiways font partie de l'aire de manœuvre. Mais par contre, les parkings pour les avions, puis le terminal là, où que les passagers vont attendre, ça fait partie de l'aire de trafic. Donc, le stationnement puis le terminal, ça, c'est l'aire de trafic. Donc, ça ne fait pas partie de l'aire de manœuvre. L'aire de manœuvre, c'est vraiment là, les taxiways et les pistes. Fait que ça, là, c'est un petit exemple. Là, c'est l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, vous avez les pistes. Là, donc, ça fait partie de l'aire de manœuvre. Donc, quelques petites réglementations. Je veux juste savoir, est-ce qu'on vous a montré la semaine passée là, comment accéder au RAC, donc les normes d'aviation? Est-ce qu'on vous a montré sur Internet là, où que vous pouvez accéder aux différents règlements? Oui, monsieur. Super. Donc, je ne passerai pas là-dessus. Donc, là, on va voir là, les règlements par rapport aux aérodromes. Donc, l'exploitant d'un aérodrome doit retirer les balises et les marquages lorsque c'est définitivement désaffecté. Donc, si, admettons, on utilise une piste puis qu'on ne l'utilise plus, ben, on doit tout enlever les balisages pour ne pas penser là, qu'on peut atterrir à cette place-là. Autre qu'un hydroaérodrome, donc une place là, pour les hydravions. On doit installer des fanions rouges ou des cônes rouges le long de toute aire de mouvement inutilisable. Donc, toutes les places qu'on ne peut pas utiliser, on doit mettre des cônes pour l'identifier. Lorsqu'on a une piste fermée ou une voie de circulation, on doit mettre à chaque extrémité là, une marque de zone fermée pour identifier que cette place-là, là, on ne peut pas y aller. Pour Là, vous allez me dire, ouais, pour l'examen, est-ce que je dois savoir tout ça par cœur? Vous ne devez pas savoir là, c'est quoi le numéro de règlement, des choses comme ça. Vous devez surtout comprendre que l'exploitant d'un aérodrome a certains devoirs et obligations. Puis vous devez savoir en général, là, c'est quoi les obligations qu'il doit avoir. C'est quand même du gros bon sens. Là. Si la piste est fermée, eh ben, il n'y a plus de piste, ben, on doit enlever les marques. C'est quand même du gros bon sens. Là, ça. Donc, c'est pas à savoir par cœur, mais c'est de plus de comprendre là, les obligations. Si une aire de manœuvre est définitivement désaffectée, on doit supprimer là, les marques. Les marques indiquant que l'aire de manœuvre est ouverte et peindre les marques exigées. C'est ça. Fait que c'est un peu comme tantôt, là. Donc, on doit, si la piste ou l'aire de manœuvre, on ne peut plus l'utiliser, ben, c'est d'enlever les marques qui avaient existantes, puis de peindre les marques qui disent là, qu'on ne peut plus atterrir. Si on ne peut pas mettre de la peinture sur, parce qu'à mettons est enneigé ou des choses comme ça, ben là, on va devoir mettre de la teinture de couleur ou mettre des rubans ou un matériau là, de couleur voyante, mettons un drapeau qui dit que la piste est fermée. Ensuite, les manches avant. Donc, les manches avant, là, tous les aéroports en ont. Euh, donc, si on ne peut pas la déterminer là, à partir de communication radio ou d'autres moyens, l'exploitant de l'aérodrome ou l'aéroport doit installer
un manche avant, qu'on doit être capable de voir à une altitude de 1000 pieds. Et il doit être éclairé là, si on vole la nuit. Donc, ça ressemble à la photo là, qu'on voit à gauche. Donc, ça, c'est un manche, c'est une manche avant. Euh, Puis si la piste est fermée, ben, on doit l'enlever là, pour ne pas porter à confusion. Donc, on l'enlève là, si la piste est fermée. Pour savoir là, comment le vent provient, je vais juste vous le dessiner, ça va être plus facile. Bien long, mon écran ne veut pas coopérer. Donc, si le manche avant est horizontal, donc vraiment là, en ligne droite, ça veut dire que le vent atteint 15 nœuds ou plus. Donc, ça nous indique là, facilement que le vent est fort. S'il est 5 degrés sous l'horizon, ça veut dire qu'il est de 10 nœuds, donc s'il est un peu penché vers en bas. Puis s'il est de 30 degrés sous l'horizon, ça veut dire qu'il est de 6 nœuds. Il y en a des fois là, qui vont dire une règle aussi du pouce. Mettons, chaque barre indique à peu près un 3 à 5 nœuds. Ça peut être vrai aussi, là. Donc, comme là, mettons, en ce moment-là, il nous indiquerait vu qu'il est à un peu plus que 30 degrés par en bas, ben, il nous indique là, que le vent est assez faible, là, peut-être un 3 à 6 nœuds. Les manches avant, ils ont une forme conique. Le vent là, souffle dans la grande partie. Donc, le vent va souffler là, par rapport à... Je vais mettre le pointeur. Donc, le vent va souffler comme ça ici. Puis après ça, plus que le vent souffle fort, ben, plus que le manche va devenir en ligne droite. Ensuite, le balisage des aérodromes. Donc, on va voir là, les différentes couleurs de feu de piste. Donc, un aéroport là, qui est utilisé le soir, on doit mettre des lumières là, pour être capable de les voir au moins à 2000 nautiques. Donc, sur les côtés de piste, donc de chaque côté de la piste, on va mettre des feux blancs. Ensuite, pour les taxiways, donc les voies de circulation, on va mettre des feux bleus qui doivent être espacés au moins d'au plus 60 mètres. Puis, pour les places là, qu'on ne peut pas accéder ou des choses comme ça, ben, on va mettre des feux rouges. Euh, les signaux de circulation. Donc, sur les gros aérodromes, ben, les gros aéroports, là, pour les gros avions qui veulent atterrir, on va souvent avoir recours à des personnes là, pour guider les avions. En anglais, on appelle ça des marshals, qui vont aider à guider les avions pour éviter des collisions. Donc, c'est des signes uniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu vos parents là, faire des signes à quelqu'un pour reculer une remorque ou quelque chose comme ça, là. Puis là, des fois, tes voix, ils font des signes de tous les côtés, puis tu comprends pas trop, c'est pas très clair. Puis la personne qui recule la remorque, ben, est tout le temps mêlée de savoir de quel sens elle est. Fait que pour éviter des collisions, surtout des avions, ça vaut quand même assez cher. On a des gestes communs là, internationaux pour diriger les avions au bon endroit. Puis à place de vous lire ça, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Là, ça va être pas mal plus facile à comprendre. Pas bien. Non, je suis en train de copier les liens. Donc, ça ressemble à ça à un Marshall. Puis ça, c'est les bâtons lumineux qu'il va avoir là, dans ses mains.
Le jour, il n'est pas obligé là, que ça soit lumineux, mais la nuit, c'est sûr que ça va aider. Je vais juste recommencer la vidéo. Donc, ça veut dire de partir les moteurs. Après ça, droit devant, donc on amène l'avion vers soi. Ensuite, ça, c'est de tourner vers la gauche, tourner vers la droite. Donc, le signe, là, c'est vraiment face à l'avion. Fait que, faut, comme là, ça veut dire qu'il tend vers la droite. Dans le fond, c'est le sens qui pointe le bâton lumineux. Là, ben, c'est vers ce sens-là qu'il faut aller. Ensuite, on a stop. Donc, les deux mains croisées dans les airs. Je peux vous montrer aussi une vidéo en action. Donc, ça ressemble à ça, là, pour diriger un avion, parce que sinon, ça devient assez compliqué. Le dernier signe qu'il a fait là, avec les deux mains, dans le fond, ça veut dire qu'il peut installer les cales, donc mettre que les roues sont bien installées là, avec des cales, donc des choses pour empêcher que l'avion roule là, par lui-même. J'avais une petite dernière vidéo. Ça, c'est un peu plus comique, là. On veut juste éviter que ça fasse ça, que fasse n'importe quoi et que l'avion fasse ça. Donc, on a vu le tout droit. On a ralentir aussi. Donc, ralentir, là, on va y aller les mains vers en bas. C'est comme slow down. Après ça, affirmatif aussi, ça va être le pouce dans les airs. L'arrêt, on l'a vu, là, c'est les bras croisés en X. Virer à gauche et à droite. Fait que selon le sens, il faut comme se mettre face à l'avion. Donc, c'est comme le sens contraire à nous. Couper les moteurs, on prend la main droite, puis on fait comme ça, là, comme si on se tranchait la gorge un peu. Là. Ça a l'air bizarre, mais c'est pour dire de couper les moteurs. Ensuite, le seuil décalé. Donc, les seuils décalés, là, ça va servir à s'il y a un obstacle avant la piste. Donc, admettons qu'on veut atterrir, puis qu'il y a des arbres au bout de la piste, mais on ne va pas pouvoir atterrir, on va vouloir atterrir un peu plus loin sur la piste. Donc, pour ça, on va utiliser des marques de seuil décalées. Donc, c'est pour indiquer là, que on peut l'utiliser, mais c'est vraiment pas recommandé. Par contre, on peut décoller là, sans problème parce que les obstacles, quand on décolle, on n'a pas de problème par rapport à ça. Puis pour l'atterrissage, ben là, c'est selon la discrétion du pilote, puis selon le type d'avion aussi qu'il va avoir. C'est sûr que s'il y a un avion un peu plus petit, peut-être que lui va être capable de passer au-dessus de l'obstacle plus facilement. On a aussi un seuil déplacé. Donc, ça, là, on ne peut pas utiliser quand il y a un seuil déplacé, on ne peut pas l'utiliser pour autant décoller qu'atterrir. À moins qu'il y ait une urgence. S'il y a une urgence, ben là, c'est sûr qu'on va pouvoir utiliser cette partie-là, mais en aucun autre cas, on est supposé de l'utiliser. Euh, dans l'espace aérien intérieur sud, je vais juste vous montrer là, une petite image. Donc, on a divisé le Canada en deux types d'espaces. Donc, l'espace aérien intérieur du nord, puis l'espace aérien intérieur du sud. Donc, tout le Québec au complet, là, il est dans l'espace aérien intérieur du sud. C'est vraiment là, le Nunavut où que là, on est rendu dans l'espace intérieur du nord. Puis, qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là? C'est qu'on est tellement proche du pôle magnétique que la boussole, elle ne fonctionne pas.
Donc, en avion, on ne peut pas utiliser la boussole là, pour s'orienter dans cette partie-là, alors qu'ici, ben là, on est assez loin, là, on peut l'utiliser. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que dans l'espace aérien intérieur du Sud, les numéros de piste, on va prendre les degrés magnétiques arrondis à la dizaine de degrés la plus proche. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est que si on a la piste qui est à 180 degrés, on n'écrira pas sur la piste 180, on va écrire 1,8. Donc, 18. Donc, on coupe le dernier. Si, admettons, on était à 186, ben là, on arrondit aux dizaines le plus haut. Donc, on va mettre, ça ferait comme 190 degrés, fait qu'on dirait 1,9. Donc, la piste 1,9. Dans l'espace aérien intérieur du Nord, donc quand on ne peut pas utiliser la boussole, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est qu'on va prendre les relèvements vrais, donc les degrés vrais au lieu des degrés magnétiques. Puis encore là, on arrondit à la dizaine de degrés la plus proche. Comme je viens de dire, le dernier zéro est omis. Oui, allez-y. Euh, les relèvements vrais, c'est-tu genre les lignes qui passent du nord au sud sur le globe ou c'est moi qui se trompe? Non, c'est ça, exact. C'est par rapport vraiment là, on est où par rapport à notre position? Fait que là, si on utilise notre, ben, en degré magnétique, là, c'est selon la boussole. Puis en degré vrai, ben, c'est vraiment là, selon la carte, les séparations, là, comme on les voit ici, là, ça, ça nous indique là, combien on est de degrés par rapport au nord vrai, là. D'accord, merci. Euh, Puis de chaque côté de la piste, ben, il va y avoir une différence de 180 degrés là, parce qu'une piste, c'est en ligne droite. Donc, admettons qu'on a la piste euh, qui pointe vers le nord, puis l'autre pointe vers le sud. Ben, d'un côté, quand on pointe vers le degré zéro, on n'écrira pas la piste 0,0, là. On va écrire la piste 3,6 pour 360 degrés. Puis, on a aussi l'autre bord, ben là, ça serait 180 degrés, donc 1,8. Je vais juste un exemple. Je vais vous montrer un exemple. On les voit. Je vais ouvrir le CFS, ça va être plus facile de vous le montrer. Fait que ça, c'est par exemple l'aéroport de Québec. Fait que si on a le nord en haut, puis le sud en bas, euh, ici à peu près, là, c'est 60 degrés par rapport au nord. Par contre, le 60 degrés, on ne va pas l'écrire sur cette piste-là. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment la direction où qu'on pointe. Donc, si on se met au bout de la piste ici, la piste 06, on pointe vers le 60e degré. Je vais juste essayer de voir si je peux dessiner.
Ça veut pas. Euh, Fait que dans le fond, la piste 0,6 puis la piste 2,4. Donc, 180 degrés de plus. Même affaire ici. On pointe vers. Ici, c'est le 110 degrés. Puis ici, c'est le 290 degrés. Fait qu'on pointe vers là-bas. Fait que c'est vraiment la direction où qu'on pointe que les pistes sont numérotées. Fait que ici, ce serait le 110 degrés, 290, 240, puis 60 degrés, vu qu'on enlève le dernier zéro. Maintenant, on va y aller avec les interdictions à un aérodrome. Donc, on ne peut pas là, marcher ou se tenir debout, conduire ou stationner un véhicule ou un aéronef sur un aire de mouvement sans la permission ou l'autorisation là, de l'ATC, donc la tour de contrôle. On n'a pas le droit aussi de remorquer ou de stationner un aéronef la nuit là, sur un aire de mouvement s'il n'y a pas des feux de bout d'aile qui sont installés. Donc, on parle pas vraiment, on parle pas des parkings, là. Les aires de mouvement, c'est vraiment là que on décolle ou on atterrit les avions. Là. Fait que, admettons, sur le taxiway, là, si, admettons, il y a un avion en panne ou quelque chose comme ça, puis on peut plus le déplacer, ben, on va devoir l'identifier là, pour pas qu'un autre avion rentre en collision avec. Ensuite, on ne peut pas enlever, déformer, éteindre ou déranger les marques de feu d'aérodrome, sauf si on a une permission. Là, fait qu'on on peut pas se promener et dire hey, on débranche les lumières pour le fun, ça va être drôle. Là. Ça peut être très dangereux là, pour la sécurité des avions. Euh, à moins d'avoir l'autorisation. Fait que je sais pas s'il y en a qui ont déjà volé à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut enlever les lumières de piste le matin puis les remettre le soir. Donc, on enlève là, les lumières aux extrémités de la piste parce que le câble de l'avion remorqueur pourrait prendre dans les lumières puis arracher les lumières. Fait qu'on ne voudrait pas les briser. Donc, l'exploitant de l'aérodrome là, nous autorise à aller enlever les lumières le matin puis les remettre le soir. Euh, on ne peut pas placer des marques d'aérodrome à un endroit qui n'est pas un aérodrome. Fait qu'à mettons, on dit, hey, moi, je me dessine un hélipad, là, donc je dessine un H avec un cercle dans le cours chez nous. Puis là, les hélicoptères vont peut-être penser qu'ils ont le droit d'atterrir là ou non. Fait qu'on peut pas juste dessiner là, des marques d'aérodrome là, à des endroits qui ne l'est pas. On ne peut pas laisser des animaux de compagnie en liberté dans un aérodrome, sauf si l'exploitant nous le permet. Oui, allez-y. Ben, tantôt, dans votre cours, vous avez dit que n'importe quoi qui sert à atterrir pourrait être utilisé comme un aérodrome. Vous avez utilisé un exemple comme par exemple un relatif de la famille assez gros comme terrain que tu pourrais atterrir dessus. Mais Mhm. est-ce qu'on aurait quand même le droit de mettre des choses dessus ou absolument pas? Il faut que ce soit Oui, officiel. si oui, c'est fait pour ça, oui. Par contre, si vous le mettez à une place là, que c'est vraiment pas fait pour ça, puis que même vous, vous ne l'utiliserez pas pour atterrir, là, vous ne pouvez pas. Mais oui, si, admettons, il y a quelqu'un qui a un champ puis qui veut l'aménager puis mettre des marques là, pour qu'il puisse se repérer dans son champ, il y aurait le droit. Merci. On ne peut pas décharger une arme à feu à un aérodrome, sauf si on nous le permet. Fait qu'encore là, souvent, c'est t'as jamais le droit, sauf autorisé. Fait que c'est pas mal la phrase à retenir. On ne peut pas aussi fumer ou produire une flamme nue dans un aérodrome, mais souvent, proche des tanks à essence, là, on ne veut pas fumer, ça pourrait prendre en feu. Donc, ou à côté d'un avion également, là, c'est pas recommandé, même interdit. Donc, une petite question pour vous. Vous lèverez la main, là, puis je vais choisir quelqu'un. Qui indique un manche avant une manche avant à l'horizontale. En passant, c'est pas une erreur, là, c'est une manche avant et non un. Là. Il y en a des fois qui disent un manche avant, mais c'est vraiment une manche avant. Euh, Allez-y, cadet Apchi.
Ça veut dire que le vent est très très fort. Les vents sont très très forts. Oui, avez-vous une valeur à peu près? Ce serait 180 degrés. Non, non, mais pas la vitesse du vent. Oh, la vitesse. Plus que 90. C'est Non, à peu je sais près pas. 15 nœuds quand il est à Ok, l'horizontale. Ou c'est bon. plus. Super. Donc oui, ça veut dire que le vent est très fort, puis minimum de 15 nœuds. Dans l'espace aérien intérieur du sud, donc où qu'on vit, quel serait le numéro d'une piste dont le relèvement est de 48 degrés magnétiques? Je vais laisser à tout le monde la chance d'essayer d'y répondre. Allez-y, Cademarcou. 0,5. Oui, exact. Donc, 48 degrés, on arrondit ça à 50 degrés. Puis, après ça, là, on rajoute un zéro devant, donc 0,5. Quelle est la couleur des feux placés le long d'une voie de circulation, donc d'un taxiway? Cadéméneur, allez-y. Ce serait bleu. Oui, exact. Donc, des feux bleus, c'est blanc pour la piste, puis rouge pour les obstacles. Donc, c'est la fin pour cette présentation-là. Donc, on va voir la partie là, 401.5. Donc, c'est la partie 2 sur les règlements d'un aérodrome. Donc, on va voir l'utilisation d'un aéronef à proximité d'un aérodrome. Donc, c'est comme qu'est-ce qu'il faut faire là, quand on arrive près d'un aérodrome. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi là, qu'est-ce que les aéronefs VFR, donc vol à vue, et les aéronefs IFR, donc vol aux instruments, doivent faire là, dans un aéroport non contrôlé à l'intérieur d'une zone MF, donc une zone là, avec les fréquences radio. Procédure de compte-rendu MF avant de circuler sur l'aire de manœuvre. Donc, comment on fait là, pour pouvoir décoller de façon sécuritaire. Et on va voir les procédures là, de compte-rendu MF à l'arrivée, donc pour atterrir sur un aérodrome. Donc, l'article du RAC là, qui s'applique aux personnes qui utilisent les aéronefs ou à proximité d'un aérodrome là, contrôlé ou non contrôlé. Oui, Cadéménard, hein? En fait, Ben ouais, je vous sais voyez pas pas si c'est. la slide, hein? Ouais, c'est J'ai ça. oublié de repartager. Juste ça. Fait que ça, c'est les points là, qu'on va voir aujourd'hui. Puis, on était rendu ici, là, Puis, avant de décoller ou d'atterrir ou d'utiliser un aéronef, le pilote commandant de bord, donc on va appeler souvent ça le PIC, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou un véhicule. Donc, c'est la responsabilité du commandant de bord, donc du pilote, de s'assurer là, de la sécurité de son aéronef. Donc, c'est tout le temps la responsabilité du pilote. Puis, il doit également s'assurer que l'aérodrome est adapté à ce qu'il prévoit faire. Donc, s'il veut atterrir là, c'est un Boeing, puis il atterrit sur une piste qui n'est pas assez longue, puis qui se crache, ben, il n'aura pas prévu là, il n'aura pas pris toutes les mesures nécessaires là, pour assurer la sécurité. Donc, le commandant de bord qui utilise un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage doit surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter les collisions. Donc, c'est lui qui doit là, les éviter. Il doit adopter le circuit de circulation suivi par les autres aéronefs ou s'en tenir à l'écart. Donc, si tous les aéronefs là, font un circuit dans le même sens, on va parler des circuits tantôt, là, je vais vous expliquer c'est quoi.
Ou s'il ne veut pas atterrir, ben qu'il n'y ait pas dans les jambes des autres qui veulent atterrir. Fait qu'il y a des hauteurs, là, si on ne veut pas atterrir à un aérodrome, on a des hauteurs minimum à respecter pour éviter la collision là, avec les autres personnes qui veulent atterrir. Euh, donc, tous les virages là, doivent être à gauche quand on fait un circuit. Pourquoi on veut faire des virages à gauche quand on est en un circuit? Euh, je vais juste vous le dessiner. Donc, vous avez un aéroport, puis un circuit, là, dans le fond, c'est qu'on vient tout suivre une même procédure. Donc, on va rentrer avant-arrière. Ensuite, on va faire la base et la finale. Donc, ça permet là, que tous les avions suivent un même circuit puis d'éviter les collisions. Donc, s'il y a un avion qui arrive, ben, il va pouvoir embarquer dans le circuit. S'il y en a un autre qui arrive après, ben, il va pouvoir suivre l'autre qui était devant lui. Euh, Puis, pourquoi c'est à gauche? Parce que l'avion qui est ici, le pilote, il est à gauche dans l'avion souvent. Donc, ça va permettre de plus facilement voir la piste. Fait que c'est pour ça qu'on fait des circuits à la gauche. Puis, même affaire, si on va atterrir sur l'autre côté de la piste, on va faire le circuit vers la gauche de l'autre côté. Euh, Par contre, c'est pas tout le temps le cas. On va voir là, tantôt un exemple de certains aéroports là, qu'on n'a pas le choix de faire des circuits vers la droite. Comme, ouais, je ne pensais pas que c'était la prochaine slide. Par exemple, ici à Bromont, donc à Bromont, ici, là, ça, c'est la zone des planeurs. Donc, quand il y a des aéronefs civils qui veulent venir atterrir, ils vont devoir, quand on est sur cette piste-là, oui, c'est correct, on fait un circuit à la gauche. Par contre, quand on va atterrir sur cette piste ici, donc la piste ici, c'est la piste 2-3 et la piste ici, c'est la piste 0,5. Donc, quand on va atterrir sur la piste 2-3, il va falloir atterrir vers la droite. Puis quand on voit le CFS, là, donc le CFS, ça, c'est le guide là, qui nous dit un peu là, toutes les procédures pour atterrir sur un aérodrome. Puis ça dit que les circuits doivent être à droite sur la piste 2-3, aucun survol de l'aéroport durant les opérations de planeur. Fait qu'on n'a pas le droit non plus de dire hey, moi, je passe comme ça sur la piste parce qu'on va rentrer, on peut rentrer en collision avec des planeurs. Puis on parle même là, des planeurs des cadets, donc l'opération planeur militaire jaune, circuit à gauche, piste 2-3, puis circuit à droite, piste 0,5. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on fait le contraire. Fait quand on veut venir atterrir, on vient atterrir comme ça. En fait, la piste là, pour les planeurs n'est pas ici. Là. La piste pour les planeurs est ici comme ça. Elle est ici la piste des planeurs. Puis même affaire qu'on atterrit l'autre bord, on vient atterrir comme ça. Puis la priorité est toujours aux planeurs. Donc, quand il y a un avion puis un planeur, c'est tout le temps les planeurs qui ont priorité. Si le commandant de bord qui utilise un aéronef doit si l'aérodrome est un aéroport, donc comme on a dit tantôt qu'il y a un certificat, il doit se conformer aux restrictions précisées dans le CFS. Je vais juste vous le représenter, le CFS. Là, j'étais dedans tantôt pour montrer des exemples des pistes. Je vais le remontrer. Fait que ça, c'est le CFS. Donc, c'est un document là, qui nous indique toutes les pistes, comment atterrir. Normalement, dans l'avion, là, on est supposé de l'avoir avec nous. Puis ça l'indique là, chaque. Mettons, pour l'aéroport de Montréal-Sacré-Cœur, là, il y a un héliport qui est à sa place là. Puis ça indique là, les communications qu'on doit prendre, comment atterrir, qui a le droit d'atterrir. Donc, on doit garder ça avec nous là, quand on vole. Fait que super important de regarder ça avant d'aller dans un aéroport. Comme, mettons, l'aéroport militaire de Valcartier, ben, on ne peut pas atterrir là, comme on veut sur cet aéroport-là parce que ben, c'est un aéroport militaire.
Euh, Normalement, on décolle toujours face au vent. Pourquoi on veut décoller face au vent? C'est parce que ça va nous permettre d'avoir plus de portance au décollage. Puis à l'atterrissage aussi, on veut décoller face au vent. On veut atterrir face au vent pour réduire là, notre distance au sol de roulement. À moins d'autorisation contraire de l'unité de contrôle, fait que si la tour de contrôle nous l'autorise de l'autre sens, admettons que les vents sont super légers puis que la tour de contrôle nous l'autorise, mais ça se peut qu'on le fasse parce que ça peut nous éviter là, des fois de devoir aller super loin sur la piste pour redécoller de l'autre sens par la suite. On doit aussi écouter toujours là, la fréquence appropriée pour les communications de contrôle d'aérodrome. Fait que si, admettons, on est à un aéroport là, qui a des fréquences radio, fait qu'admettons à l'aéroport de Montréal, l'aéroport de Saint-Hubert, des choses comme ça, on va devoir écouter la fréquence. Fait que souvent, il y a une fréquence au sol, donc il va effectuer là, tous les mouvements au sol de l'appareil. Puis après ça, on va changer sur la fréquence air. Donc, pour le décollage, là, on va changer sur la fréquence. Fait que c'est super bien. Il faut être sur la bonne fréquence parce que là, si la tour de contrôle nous parle puis qu'on n'est pas sur la bonne fréquence, ben, elle ne sera pas capable de nous rejoindre, puis on va peut-être faire des affaires qu'on n'aurait pas dû faire. On doit être tout le temps prêt aussi à écouter les communications. Fait que si vous êtes en train de jaser avec votre ami dans l'avion, ben, vous devez quand même porter une écoute là, aux communications radio pour pouvoir répondre là, en fonction de qu'est-ce qu'on vous demande. Puis, ça peut être aussi communiqué par des moyens visuels. Fait que si, mettons, là, vous avez une panne radio, des choses comme ça, vous allez voir là, dans un cours plus loin, mais il y a moyen de vous envoyer des signaux visuels. Fait qu'ils ont, ils existe comme, ils ont comme une grosse flashlight qui peuvent pointer vers vous. Puis avec des codes de couleurs, ça va vous envoyer là, qu'est-ce que vous devez faire. Fait que si vous partez la radio, c'est un autre moyen là, qu'ils peuvent utiliser pour communiquer avec vous. Le commandant de bord autour d'un aérodrome, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit obtenir avant de décoller, faut qu'il y ait une autorisation. Fait que, on ne peut pas décider, là, s'il y a une tour de contrôle, on ne peut pas dire, ah, ben moi, je décolle, ça me tente de décoller. La tour de contrôle, c'est elle qui décide quand est-ce que tu peux décoller. Fait que, c'est super important là, de ne pas décoller si on n'a pas l'autorisation. Même affaire pour circuler aussi sur les voies d'accès. Donc, pour circuler sur les voies d'accès, la tour de contrôle va nous dire, admettons, tu as le droit de circuler sur le Charlie, Bravo, Delta, puis attendre à l'écart de la piste 2-9. Donc, vous avez le droit de circuler jusqu'à ce temps qu'on est à l'écart là, de la piste 2-9. Puis après ça, ben là, ils vont vous dire par la suite si vous pouvez décoller ou non. Sauf autorisation contraire de l'unité de contrôle de la circulation aérienne, vous n'avez pas le droit là, de voler à moins de 2000 pieds au-dessus de l'aéroport, à moins que vous voulez y atterrir ou y décoller. Fait que vous n'avez pas le droit là, de faire des acrobaties au-dessus d'un aéroport. Vous n'avez pas le droit de faire comme dans Top Gun, là, puis de passer autour de la tour de contrôle là, pour faire shaker la tour juste parce que ça vous tente. Il y a des règles à respecter en aviation. Le commandant de bord peut utiliser un aéronef à une altitude inférieure à 2000 pieds aux fins suivantes. Fait qu'il y a certaines autorisations là, qu'on a le droit de voler en bas de 2000 pieds. Ben, on a parlé tantôt là, pour décoller ou atterrir. Les opérations policières aussi, pour eux, ils ont le droit. Le sauvetage de vie humaine, donc le Search and Rescue. Les opérations de lutte contre l'incendie ou les services d'ambulance aérienne, eux, ont le droit. Puis l'application de la loi sur la pêche ou la loi de la protection de la pêche côtière. Fait que, ça, c'est pas mal là, la police, les pompiers, les choses comme ça, là, eux, ils ont le droit d'outrepasser là, ces minimums-là pour leur fin des opérations. Euh, Il y a aussi, là, ça c'est encore la suite là, de la liste qu'on avait tantôt, fait que pour l'administration des parcs nationaux ou provinciaux, pour une inspection en vol, pour le traitement aérien ou l'inspection aérienne, la surveillance de la circulation routière ou urbaine,
Puis la photographie aérienne effectuée par le titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne. Donc, il n'y a pas n'importe qui là, qui peut dire hey, moi, je suis photographe, puis je vais prendre des photos, fait que j'ai le droit. Il faut qu'il y ait un certificat, il faut qu'il demande au ministre d'avoir un certificat qui l'autorise à prendre des photos en bas de 2000 pieds. Puis même affaire là, pour une formation de pilotage ou quelque chose comme ça, il faut demander l'autorisation, mais il y a moyen là, des fois de pouvoir voler en bas de 2000 pieds. Tantôt, on parlait des zones MF. Donc, une zone MF, donc MF veut dire Mandatory Frequency. Fait qu'il faut une donc, radio obligatoire dans cette zone-là. Fait que, on a certains aérodromes ou aéroports qui, pour y aller, il faut une radio. Il y en a certains qu'on n'a pas besoin. Ça, vous allez le savoir là, dans le CFS que j'ai montré tantôt et sur les cartes de navigation, vous allez les voir, là, les places que vous avez à avoir une radio. Donc, autour d'un aérodrome, donc ça, c'est non contrôlé. Allez-y, Académoria. Pour les cartes VNC, j'en ai une de la région de Montréal. Puis, par exemple, alentour de l'aéroport de Montréal ou Mirabel, il y aurait un cercle bleu. Est-ce que c'est ça le MF? En fait, MF, c'est autour d'un aérodrome non contrôlé. Fait qu'à mettons Bromont, si vous allez à Bromont, vous allez le voir. Bromont, là, c'est un MF. Par contre, à Montréal, c'est pas une. En fait, c'est une classe C à Montréal. Puis une classe C, ça, vous n'avez pas le choix d'avoir une radio, vu que c'est contrôlé par une tour de contrôle. Là, les zones MF que je parle, moi, c'est quand c'est non contrôlé, donc quand il n'y a pas de tour de contrôle, mais qu'il faut quand même avoir une radio parce que le trafic est quand même élevé. Par exemple, à Bromont, il y a juste un Unicom, donc il n'y a personne qui contrôle la circulation aérienne, mais tu n'as pas le choix d'avoir une radio parce qu'il y a beaucoup de trafic, là, surtout la fin de semaine. D'accord, merci. Puis la zone MF, là, donc la zone où il faut une radio, normalement, c'est dans un rayon de 5000 nautiques autour de l'aérodrome, puis 3000 pieds au-dessus de l'aérodrome. Fait qu'admettons que vous avez votre aéroport qui est au-dessus du sol. Donc, 3000 pieds au-dessus de cette zone-là, il va falloir une radio. Puis dans un rayon autour de l'aéroport là, de 5000 nautiques. Si vous avez l'abréviation AAE, qui est Above Aerodrome Elevation, donc c'est au-dessus de l'aérodrome, ou des fois aussi on va dire AGL, donc Above Ground Level. Donc, c'est deux abréviations là, qui est très semblable. Il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef VFR ou IFR à l'intérieur d'une zone MF, à moins d'avoir les équipements appropriés. Donc, il faut une radio quand on s'en va dans une zone MF. Ça le dit dans le mot, c'est une zone avec les fréquences radio obligatoires. Puis, on doit maintenir l'écoute. Donc, comme tantôt, là, on a vu pour une tour de contrôle qu'il fallait garder l'écoute, mais même affaire dans une zone MF, on doit rester à l'écoute. Des fois, s'il y a d'autres aéronefs qui veulent nous appeler, on doit rester à l'écoute. Si on n'a pas les équipements nécessaires, donc si on n'a pas une radio là, bilatérale qui nous permet de communiquer puis de recevoir les informations des autres aéronefs, on a le droit de partir ou d'atterrir à cet aérodrome-là, à moins d'avoir toutes ces conditions-là réunies. Donc, pas juste une des situations qu'on va voir, mais toutes ceux-là. Donc, il faut avoir une station sol qui est en service à cet aérodrome. Le commandant de bord donne à la station sol un préavis de son intention d'utiliser l'aéronef à cet aérodrome, fait qu'il doit l'appeler par téléphone avant pour l'avertir. Puis, il doit s'assurer visuellement là, au cours du décollage qu'il n'y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou un véhicule là, pendant le décollage. Fait qu'il doit s'assurer qu'il rentre en collision avec personne s'il ne peut pas communiquer. Puis, même affaire là, pour s'il veut faire l'atterrissage. Donc, il doit là, faire arriver
il doit faire 2 étapes du circuit, puis après ça, venir atterrir. Donc, il doit passer comme au-dessus de l'aérodrome, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres aéronefs. Puis après ça, il peut descendre, puis venir faire un circuit pour y atterrir. D'habitude, là, c'est vraiment pas recommandé de faire ça. Là. Tu sais, ça le dit justement, là, il te faut une radio pour atterrir à ces places-là. Si tu n'as pas de radio, ben, t'es mieux de ne pas aller là, à moins d'être vraiment mal pris. Ou quand tu es en situation de détresse, là, ça, tu as le droit de. Ce règlement-là, là, quand tu es en situation de détresse, ne s'applique pas là. Si tu es en situation de détresse, tu as le droit d'atterrir sans problème. Mais si tu n'es pas en situation de détresse, là, tu es mieux d'avoir une radio pour aller à ce genre d'aérodrome-là. Également, avant de décoller dans une place là, qui a une zone MF, on doit s'assurer qu'il n'y a personne, puis on doit le dire sur la fréquence radio. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire là? Avant de s'engager sur la piste, on va faire un 360 degrés avec l'avion, puis on va regarder là, de tous les côtés pour s'assurer qu'il n'y ait aucun trafic. Puis après ça, on va appeler sur la radio, puis on va dire admettons, trafic de Bromont, ici, tel avion, on s'engage sur la piste pour un décollage immédiat. Donc, on doit avertir les autres par la radio de ses intentions. Euh, Même affaire pour quand on atterrit. Donc, quand on veut atterrir à un aérodrome, on doit signaler avant d'entrer la zone MF, et si les circonstances le permettent, au moins 5 minutes avant d'entrer dans la zone. Donc, selon la vitesse de l'aéronef, là, des fois, si tu vas très vite, tu es mieux de le dire au moins 5 minutes avant d'arriver dans la zone. Donc, on va dire par où qu'on va rentrer. Si on rentre, mettons, de tel côté de la piste ou de tel autre côté. Puis les intentions, puis on va écouter en même temps aussi les autres aéronefs. S'il y a d'autres aéronefs puis qui nous disent hey, nous, on fait des circuits du côté droit, ben là, tu vas savoir que en ce moment, là, selon les vents et tout ça, ben, tous les avions vont de ce sens-là, donc tu vas vouloir atterrir du même sens qu'eux. Donc, c'est pour ça là, qu'on va vraiment là, avertir avant d'arriver dans la zone là, de nos intentions. Euh, Donc, les différents moments là, qu'il va falloir avertir Fait qu'il faut... Là, il faut avertir avant de rentrer dans la zone. Puis quand on est rendu dans la zone, on va devoir s'identifier quand on va être avant-arrière. Donc, comme j'ai tracé tantôt, je vais le retracer juste pour être sûr. Donc, cette partie-là, on appelait ça le vent arrière. Donc, en rentrant dans le vent arrière, on va dire, admettons, trafic de Bromont, Superdog 01, traversant le ciel depuis le sud pour rejoindre le parcours vent arrière gauche, piste 2-3. Fait que juste avant de rentrer, là, on va indiquer là, par où qu'on va rentrer. Après ça, quand on est rentré dans le vent arrière, on va rappeler aussi, on va dire qu'on est rendu en vent arrière. À l'approche finale, donc quand on est rendu à ce moment-là, on va dire Superdog 01, finale 2-3. Puis, quand on va avoir dégagé la piste, donc quand on va être sorti de la piste, on va dire Superdog 01, on a dégagé la piste 2-3. Fait que si je répète les points, on doit communiquer avant de rentrer dans la zone. On doit communiquer aussi à notre approche de vent arrière, rendu dans le vent arrière, en finale, puis quand on est sorti. Donc, au total, là, on a quand même beaucoup de fois à appeler. Si on reste tout le temps dans la même zone, ben là, on n'aura pas besoin là, de dire qu'on approche, mais on doit tout le temps là, aviser là, au moins quand on est en vent arrière, ici, puis ici. Oui, allez-y, Cadette Edib. Dans le fond, les zones, est-ce que c'est déjà délimité ou c'est approximativement, comme on dit, la zone de l'aéroport? Ben, dans le fond, la zone, c'est vraiment là, 5000 nautiques autour de l'aérodrome, puis 3000 au-dessus de l'aérodrome. Fait que, mettons, si on est autour de Bromont, 5000 nautiques, ben, faut aller voir sur les cartes, là. Je ne sais pas si j'ai une carte proche.
Je vais vous montrer une carte. Je ne sais pas si on les voit encore. Pilotage. On voit pas la zone, là, mais des fois, on va avoir, tu sais, comme ici, là, toute cette zone-là, ça, c'est la tour de Saint-Jean. Fait que dans le fond, toute cette zone-là, faut, aussitôt ben, avant de rentrer dans la zone de Saint-Jean, on va devoir appeler la tour. Mais là, la tour, là, ça, c'est pas une MF, là, ça, c'est vraiment une tour de contrôle. Mais ici, on la voit pas, là, la zone, mais c'est, si on regarde dans le CFS, ça va nous dire vraiment la distance, mais normalement, c'est 5000 nautiques autour de l'aérodrome. Parfait, merci. On peut aller le voir pour le fun, là. CZBM. Rayon 5000 nautiques, puis 3100 pieds au-dessus de l'aérodrome. Fait que ça, c'est les procédures là, pour. Fait que ça le dit ici, là, le rayon autour de l'aérodrome. Donc, c'est quoi les éléments qu'on doit prendre en compte avant le décollage? Donc, comment on fait pour faire un décollage de façon sécuritaire? Allez-y, Cadet Moreira. Premièrement, il faut demander permission à la tour si on a le droit de décoller. Ça, Mhm, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut s'assurer que, disons, si la tour n'a pas remarqué quelque chose, il faut s'assurer que la piste est clear, le taxiway est clear pour se rendre. Puis ensuite de ça, il faut dire à la tour, je vais faire taxi pour euh, Airstrip 36, on va dire. mhm, Puis ensuite de ça, on demande une confirmation finale. Puis ensuite, lorsqu'ils disent autorisé, on va dire OK, décollage immédiat. mhm. Ben en fait, juste pour être sûr, si c'est une tour de contrôle, c'est pas nous qui va décider sur quel taxiway qu'on va décoller. Dans le fond, on va dire, admettons, ben, qu'on veut décoller pour aller vers Québec ou tu sais, qu'on veut aller vers tel aéroport. Puis là, la tour de contrôle va décider si elle peut te faire décoller de telle piste ou telle piste. Puis c'est elle qui va décider sur quel taxiway prendre. Si c'est une zone MF, donc si c'est une zone là, que, il n'y a pas de tour de contrôle, ben là, c'est toi qui vas dire tes intentions pour décoller là, sur la piste en usage. OK, d'accord. Mais C'est oui, bon. mais oui, les autres points étaient super bons. Là, on s'assure là, que la piste soit dégagée, puis on attend l'autorisation là, avant de décoller. Quand est-ce, la grosse liste que je vous ai montrée tantôt, là, avez-vous des exemples où qu'on peut voler en bas de 2000 pieds? Je vais laisser le monde, d'autres personnes répondre. Kedepchi? Un des éléments que vous aviez dit par rapport à ça, c'est si jamais on doit surveiller le trafic routier. Mhm. Un autre truc, c'est aussi inspection aérienne, tout ça. Oui, exact. Y en a-tu un autre qui veut s'essayer? Personne d'autre? Ben, durant atterrissage, décollage ou à des cas extrêmes, permission spéciale de Air Traffic Control. Exact. Fait que quand on a la permission, là, on a le droit. Fait qu'il faut tout le temps avoir l'autorisation là, avant de pouvoir le faire. Super. Vous avez atteint un aérodrome non contrôlé avec une zone MF et vous avez annoncé vos intentions d'atterrir. Quelles sont les autres procédures de compte-rendu obligatoires que vous devez suivre? Donc, c'est quel autre moment qu'on doit annoncer qu'on va vouloir atterrir? Ben, dans quelle partie du circuit, dans le fond, là, qu'il faut annoncer? Allez-y, Cadet Moria. Ben, 5 minutes avant de rentrer dans la zone MF, il va falloir dire j'arrive dans la zone avec intention d'atterrir. Ensuite de ça, Mhm. si je ne me trompe pas, vous devez faire dépendamment de votre direction. Fait que si vous dites gauche en arrière,
vous devez faire deux tours de circuit avant d'atterrir. Puis, avant de faire Final Approach, il faut s'assurer que la piste soit clear de tout obstacle et s'assurer que les autres aéronefs dans la région savent que vous avez intention d'atterrir et disent que personne n'a une urgence que ce soit. Mhm. Puis, il y en a-tu qui savent exactement les étapes que j'ai dit tantôt là, sur. Fait que c'est super bon là, les moments que vous avez dit, mais je veux exactement là, les étapes dans le circuit où il faut annoncer nos intentions. Kadashi, allez-y. Ou Kadéoud, voulez-vous y aller? Vous avez levé votre main? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, dans le fond, il faut annoncer quand on rentre en vent arrière, Ouais. ensuite quand on est en finale, Ouais. puis quand on a dégagé la piste. Exact. Quand on a dégagé. Super. Fait que ça, c'est les points importants là, à s'annoncer. Y en a qui avaient des questions par rapport à ce module ici? Oui, allez-y. Hein. Lorsqu'on peut atterrir pour le circuit, lorsque vous le dites par vent arrière, est-ce que vous le dites lorsque le vent est en arrière du nez de l'aéronef? En fait, parce que pourquoi ça s'appelle le vent arrière, là? Justement, parce que normalement, on atterrit tout le temps face au vent. Fait qu'on veut tout le temps. Le vent, là, souffle. Il a changé ma diapositive. Ah, je vais remettre mon crayon. Le vent souffle tout le temps dans ce sens-là, comme ça. Fait que le vent arrière, pourquoi on appelle ça le vent arrière? Parce que là, on s'en va de l'autre sens. Fait que le vent est dos à l'avion. Fait que oui, c'est pour ça qu'on appelle ça le vent arrière. Après ça, ici, ça, on appelait ça la base. Puis la finale, parce que ben, on est en finale. Ici, ça, c'est la montée initiale, là, quand on est au décollage, la montée initiale. Ici, c'est le vent de travers, parce qu'on a le vent sur le côté. Puis ici, ben, là, on embarque dans le vent arrière. Donc, on va voir les conditions minimales là, pour des vols VFR. Donc, pour pouvoir voler à vue. Donc, à la fin là, de cette période-là, vous devriez savoir là, quand est-ce qu'on a le droit de voler VFR, puis quand est-ce qu'il faudrait que l'on ne peut plus voler VFR, puis qu'il faut voler aux instruments. Donc, on va voir les équipements minimaux pour voler dans un vol VFR de jour. On va voir les conditions météorologiques minimales pour un vol VFR dans l'espace aérien contrôlé. On va voir aussi là, les conditions météorologiques minimales dans l'espace aérien non contrôlé. Puis, on va voir là, c'est quoi un vol VFR spécial. Donc, l'équipement minimal là, pour un vol VFR de jour. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir là, dans notre appareil minimalement? Il nous faut au moins un altimètre, un indicateur de vitesse, un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique et un équipement là, de radiocommunication permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque le planeur est utilisé dans l'espace aérien contrôlé. Fait qu'en gros, la radio, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est que il y a des places qui en faut une obligatoirement, puis il y a d'autres places qu'on n'est pas obligé d'en avoir, mais dans tous nos planeurs, là, on a quand même des radios pour pouvoir communiquer. Là, c'est beaucoup plus sécuritaire là, d'en avoir une, mais il n'y a pas toutes les places là, qu'on est obligé d'avoir une radio. Euh, donc, admettons nos planeurs de cadet. On a tous les instruments requis là, dans cette liste-là. On en a même plus. Donc, on a notre altimètre, comme demandé. On a notre indicateur de vitesse. On a aussi notre compas magnétique qui est ici. Puis, on a notre radio là, qui est ici. On a également là, notre indicateur là, de montée ou de descente, là, donc notre variomètre qu'on a de plus dans le planeur, là, qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais que c'est toujours pratique à avoir. Là, surtout en planeur, ça nous permet de savoir si on prend l'altitude ou on en perd, puis pour pouvoir le voler le plus longtemps possible. Là, on ne verra pas là, les minimums de nuit, mais de nuit, là, on a des instruments de plus, là, comme des lampes de poche, des choses comme ça qu'il faut avoir dans un appareil si on veut le piloter de nuit.
Là, maintenant, on va parler de la météo qu'il faut minimalement là, pour pouvoir voler à vue. Donc, quand on vole à vue, il faut être capable en tout temps là, d'avoir des repères au sol. Si on est rendu en haut des nuages, ben là, on n'a plus nos repères au sol. Puis, ça peut être super dangereux là, dans un nuage. Admettons qu'on rentre dans un nuage, ben, on perd nos sens, notre orientation. Puis, on pourrait être en virage, admettons, dans un nuage, puis on s'en rendrait même pas compte. Donc, si on veut voler dans un espace aérien contrôlé, donc qui a une tour de contrôle, la visibilité en vol doit être au moins de 3000. Donc, la visibilité devant nous, on doit voir au moins à 3000, donc c'est 3000 nautiques, non, c'est 3000 statuaires. Donc, c'est des milles terrestres ici qu'on parle, là. Donc 3000 devant nous. Puis, la distance de l'aéronef par rapport au nuage doit être au moins de 500 pieds verticalement et 1000 mesurés horizontalement. Fait en gros, là, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez votre nuage ici, on doit être au moins à 1000 de distance. Puis, au moins 500 pieds en bas. Donc, il faut être à cette distance-là par rapport au nuage. Il ne faut pas être trop proche du nuage parce que ben là, ça peut devenir dangereux. Puis, on va encore moins rentrer dans le nuage, comme j'ai discuté tantôt. Moins que les conditions suivantes. Puis, à l'intérieur d'une zone de contrôle, euh, donc, espace aérien contrôlé. Là, tantôt, je parlais d'une. Il y a une différence à avoir entre une zone de contrôle puis un espace aérien contrôlé. Un espace aérien contrôlé, on va inclure la région terminale, donc qui englobe une plus grande partie, puis on va inclure même super haut dans le ciel, là, les avions transatlantiques, des choses comme ça. Ben, eux, ils ont des voies qui prennent, puis ça va être des zones contrôlées, mais il n'y aura pas il y a pas une tour de contrôle physique là, qui contrôle ces appareils-là. Euh, donc, quand on est dans une zone de contrôle, donc quand il y a vraiment une tour de contrôle, la visibilité, elle doit être de 3000 aussi. Euh, Puis, par rapport à la surface, on doit être au moins à 500 pieds, à moins de décoller ou d'atterrir. Fait qu'on doit être au moins 500 pieds au-dessus. Donc, ça vous montre un petit graphique. Fait que l'espace aérien contrôlé, donc ça, c'est quand on est comme plus haut un peu dans les airs. Donc, on va faire ça ici. Donc, par rapport à notre nuage, on doit être à 500 pieds et 1000 si on est là horizontal par rapport au nuage. On doit avoir une visibilité de 3000 le jour et 3000 la nuit également. Puis dans une zone de contrôle, on veut tout le temps être à 500 pieds du sol, à moins qu'on veut décoller ou atterrir. Puis on veut la même visibilité là, de jour et de nuit. Donc ça, c'est les minimums requis quand on est là, contrôlé. Si on descend en bas de ça, ben là, on ne peut plus décoller ou atterrir à ces endroits-là. Ça devient trop dangereux pour le vol. Fait que si on est en vol, là, puis ça commence à devenir trop nuageux, ben là, on doit venir atterrir là, le plus vite possible, vu qu'on ne respectera plus les minimums. Ensuite, les conditions météorologiques minimales pour un vol VFR dans un non contrôlé. Fait que là, on va parler quand on est non contrôlé. Par exemple, là, quand on se déplace entre les aéroports, là, on est non contrôlé. Encore là, ben, quand on est VFR, ben, il faut tout le temps avoir référence au sol. Si on vole à plus de 1000 pieds, la visibilité en vol doit être au moins d'1000 le jour, puis 3000 la nuit. Fait que comparé à tantôt, là, tantôt on disait que c'était 3 le jour et 3 la nuit qu'on était contrôlé. Quand on est dans un espace non contrôlé, au-dessus de 1000 pieds, là, on peut réduire à 1000 la visibilité par rapport là, la visibilité qu'on voit devant. Là. Puis dans les deux cas, la distance de l'aéronef par rapport au nuage, c'est 500 pieds
et 2000 pieds horizontalement. Fait que les nuages doivent être là, 2000 pieds au-dessus de nous. Je vais juste vous montrer un petit graphique. Fait que ça, c'est un petit graphique là, pour vous l'expliquer. Donc, ça, c'est quand on est non contrôlé. Quand on est non contrôlé, on veut avoir, quand on est en haut de 1000 pieds, c'est là qu'on vient de voir, là, on doit avoir une visibilité de 1000, puis d'être 2000 pieds horizontalement, puis 500 pieds vertical. Là, je ne vous ai pas parlé de quand on est en bas de 1000 pieds. Si on est en bas de 1000 pieds, euh, on doit être, la visibilité, c'est 2000 le jour, puis la nuit, on doit être à 3000 encore là. Puis dans les deux cas, donc le jour et la nuit, on doit être hors des nuages. Fait que, je vais vous montrer le tableau résumé. Là, ça avait peut-être l'air lourd un peu, là, les autres diapositives, mais en gros, ça, c'est le résumé là, des 4 slides que je viens de vous présenter. Quand on est dans une zone contrôlée, le petit truc à retenir, là, c'est 3, 1, 5. Donc, 3000 de visibilité, 1000 par rapport au nuage et 500 pieds par rapport au nuage là, verticalement. Donc, ça, là, c'est un petit dessin là, que vous pouvez vous retranscrire là, dans vos notes. Là, c'est quand même très visuel à voir. Puis, dans un espace non contrôlé, ben là, on a une petite affaire de plus, c'est que ça dépend si on est en bas de 1000 pieds ou en haut de 1000 pieds. Si on est en bas de 1000 pieds, la visibilité, c'est de 2000 le jour, puis hors des nuages. Euh, puis quand on est en haut de 1000 pieds, là, il faut être 500 pieds, puis 2000 par rapport au nuage. Puis une visibilité là, de 1000. Il y en a-tu qui ont des questions par rapport à ça? Là? C'est quand même assez complexe, là, je peux comprendre, là, mais il y en a. Est-ce que c'est clair ou. Ouais, Est-ce qu'il existe des trucs pour rester organisé, comme de l'aide qu'on peut trouver quelque part? Parce que c'est vrai que ça commence à être beaucoup. Ben là, vous avez ce truc-là, mais en fait, là, ces images-là, en plus, je peux vous montrer où que je les ai pris. Là, c'est une image de Transport Canada. Là. Oups, je vais juste vous le montrer de où que j'ai pris ça. Euh, Vous avez les petits trucs là, ici, là, mémotechnique, là, 315, 125, puis 2HN. Si ça peut vous aider là, à retenir ces choses-là. Hum. Fait que ça, là, c'est le tableau des espaces aériens. Puis, vous voyez là, que dans le fond, dans les zones contrôlées, donc toutes les zones là, qui sont contrôlées, il faut avoir là, ces distances-là. Puis, dans les zones non contrôlées, fait que l'espace aérien non contrôlé, c'est ces minimums-là qu'on a à avoir. Puis, juste pour vous montrer, ça ressemble à quoi, là, des zones contrôlées puis des zones non contrôlées. Admettons qu'on a un aéroport, on aura l'aéroport de Québec ici, puis on a l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu ici. Bien, entre les deux, quand on se promène entre les deux, on est dans une classe G, donc non contrôlée. Puis quand on arrive dans la zone ici, ici, là, la zone de contrôle terminal, bien là, c'est ça que je parlais tantôt, là, c'est la zone contrôlée. Puis après ça, là, on arrive dans la zone de contrôle, vraiment là où il y a la tour de contrôle. Puis donc, dans ces deux espaces-là, il faut respecter ces minimums-là ici. Versus quand on est dans la classe G, dans la classe verte, il faut respecter ces minimums-là ici. Puis quand on s'en va en altitude aussi, là, ben là, quand on s'en va en altitude, après ça, à une certaine altitude, ben, on ne voit plus le sol. Fait que là, on n'a pas le choix d'être rendu en vol IFR, donc aux instruments. Est-ce que ça vous aide un peu, Kanapchi, là, cette petite explication-là? Puis si vous voulez le trouver, là, ça s'appelle le TP70. Vous tapez ça sur Internet, là, TP70 Transport Canada, vous allez pouvoir trouver ce diagramme-là. C'est bon, merci.
Puis vous avez un autre tableau aussi résumé, là, fait que, vu que c'est lourd, là, on s'est assuré là, de vous faire quelques petits... Fait qu'il y en a qui sont plus images, il y en a qui sont plus tableaux. Puis, on n'a pas le choix de le savoir par cœur. Dans l'examen, là, ça se peut qu'il vous pose des questions par rapport à ça. C'est beaucoup de chiffres, je sais. Quitte à prendre ce tableau-là, là, vous enlevez les chiffres, puis le soir, là, vous essayez de le remplir, puis après ça, vous regardez le corriger. Mais il n'y a pas de technique, là. C'est vraiment ça, on n'a pas le choix de le savoir par cœur, puis il faut l'apprendre là, de cette façon. Maintenant, les vols VFR spéciaux. Donc, les vols VFR spéciaux ont l'abréviation, là, c'est SVFR, donc pour Special VFR. Euh, donc, ça, on peut pas. Les seuls moments là, qu'on peut aller en vol SVFR, c'est s'il y a une unité de contrôle. Donc, s'il y a une tour de contrôle. Dans les aéroports non contrôlés, on ne peut pas avoir un SVFR parce que dans le fond, la tour de contrôle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va, quand on a des conditions plus marginales, qu'on voit moins un peu, ben, avec leur radar, la tour va pouvoir nous guider puis va pouvoir assurer un certain dégagement avec les autres aéronefs. Versus que quand on s'en va dans un aéroport non contrôlé, ben là, ils n'ont pas ces instruments-là, fait qu'ils ne peuvent pas offrir ce service-là. Pour exploiter un aéronef en SVFR, donc en Special VFR, le commandant de bord, donc le PIC, doit demander l'autorisation auprès de l'unité de contrôle. Donc, il doit demander à la tour. Puis ça ne veut pas dire qu'elle va l'autoriser. Ça se peut que la tour est déjà dans le jus, elle n'a pas le temps de gérer ça. Donc, ça se peut qu'elle dise non, je ne l'autorise pas aujourd'hui. Là, on peut pas, on n'a pas le personnel pour ça. Euh, la visibilité au sol ne doit pas être inférieure à 1 000. Fait que si on s'en rappelle tantôt, dans une zone contrôlée, c'est 3 000, mais en VFR spécial, on peut descendre jusqu'à 1 000. En bas d'1 000, là, on peut juste plus décoller ou atterrir. L'aéronef doit être équipé d'un matériel de radiocommunication approprié, fait qu'on doit avoir une radio parce que justement, c'est de cette façon-là que la tour va pouvoir communiquer avec nous, les autres aéronefs, puis d'assurer le dégagement. Puis on doit être tout le temps en dehors des nuages. Donc, c'est pas la tour, elle peut pas nous faire, on peut pas passer dans les nuages là, avec un VFR spécial. Si on veut voler un VFR spécial la nuit, euh, on doit avoir l'intention de décoller et de quitter la zone de contrôle. Donc, on ne peut pas juste faire des touch and go en VFR spécial. Donc, VFR spécial, là, c'est vraiment, mettons, là, qu'on a besoin de quitter l'aéroport, puis qu'on ne reviendra plus, puis qu'il fait plus beau ailleurs. Là, donc, admettons là, qu'il ne fait pas très beau à notre aéroport, mais qu'il fait super beau. Admettons à Québec, il ne fait pas beau, mais à Montréal, il fait super beau. Ben, on pourrait dire, hey, on peut-tu décoller avec un VFR spécial? Puis à Montréal, ben là, vu qu'il fait beau, on va pouvoir atterrir là, sans problème. Ou, admettons, vous partez de Montréal, puis vous arrivez à Québec, puis là, vous apercevez que la météo n'est pas bonne, mais que vous avez comme pas le choix d'atterrir parce que vous avez plus d'essence, puis là, vous ne voulez pas retourner à Montréal non plus. Ben là, vous allez pouvoir atterrir, là, mais vous ne pourrez pas redécoller par la suite. Donc, une petite confirmation, c'est quoi l'équipement minimal requis pour un vol VFR? Donc, c'est quoi qu'on a besoin là, comme instrument? Cadet Moreira, donnez-moi-en un. Une radio. Oui, exact. Après ça, y en a-tu un autre qui veut s'essayer? Pas tout le monde en même temps. Cadet Marcoux, Altimètre. altimètre. Après ça, il nous en manque deux autres. Cadet Ménard, hein? Un VSI, Un. un indicateur de vitesse. L'anémomètre? Un indicateur de vitesse, là. Oui, exact, c'est ça. L'anémomètre, oui, exact. Donc, il nous faut un anémomètre. Puis le dernier, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? C'est quoi le dernier? Cadet Chaman? On ne vous entend pas.
Sinon, Cadet Lee? Moi, j'aurais dit un variomètre. Non, le variomètre n'est pas obligatoire. On l'a dans le planeur, mais il n'est pas obligatoire. Le dernier instrument, là, je vais le donner, c'est la boussole, donc le compas magnétique. On ne l'utilisera jamais en planeur ou presque. Là, en planeur, surtout quand on atterrit sur les mêmes pistes, on n'en a pas vraiment besoin, mais ça reste quand même un instrument obligatoire là, dans un aéronef. Fait que si je répète, on a l'altimètre, l'indicateur de vitesse, le compas magnétique et la radio lorsque requis, là, lorsqu'on vole dans des zones qui en a besoin. Vous décollez d'un aérodrome non contrôlé et prévoyez atterrir à un aérodrome dans une zone de contrôle classe D. Donc là, vous êtes non contrôlé, puis une classe D, là, si on s'en rappelle tantôt, si je vous remonte le petit diagramme que j'avais tantôt. Donc, la classe D, c'est contrôlé. Quels sont les minimums météorologiques nécessaires pour effectuer le vol sans demander un VFR spécial? Donc là, on arrive dans la classe D. C'est quoi les minimums de vol quand on est contrôlé? Donc, quand on est contrôlé, c'est quoi les minimums? Cadet Montréal? C'est à 500 pieds du sol, si je ne me trompe pas. Ouais, ben pour les nuages, oui. Puis ben ça, c'est verticalement. Puis après ça, la distance horizontale, y en a-tu un autre qui veut le dire? Désolé. On va laisser la chance aux autres. Désolé, Donc, la distance verticale, la distance horizontale par rapport au nuage. Donc là, on a dit 500 pieds verticalement. La distance par rapport au nuage. Puis la visibilité, c'est quoi aussi? C'est Cadet Hood. Une distance de 1000 par rapport au nuage, puis de 3000 de visibilité. Oui, exact. Donc, si on s'en rappelle là, des petits diagrammes. Donc, dans une zone contrôlée, 3000 de visibilité, 1000 par rapport au nuage horizontalement, puis 500 pieds là, par rapport verticalement. C'est quoi les minimums météorologiques pour voler dans un espace aérien non contrôlé au-dessus de 1000 pieds pendant le jour? Cadet Montréal. Je ne suis pas sûr de la réponse, mais verticalement, 2000 pieds, ben pas 2000 pieds par contre, 2000 distancés des nuages. Genre, t'es 2000 à rapport du nuage le plus près, si je ne me trompe pas. Non. Ah ben ouais, ben 2000, c'est 2000 pieds horizontalement. Cadette Edib? Verticalement, ça serait 500 pieds. Ouais, c'est ça. Fait que vous aviez une bonne partie. Fait que c'est 2000 pieds. C'est vraiment des pieds ici, là. On parle pas de 1000, on parle de pieds. 500 pieds verticalement et 1000 de visibilité devant nous. Puis c'est quoi les conditions nécessaires pour être autorisé à voler en SVFR la nuit? Donc, quand est-ce qu'on a le droit de voler, de demander un SVFR la nuit? Kedéoud? Pour atterrir? Oui, pour atterrir. Donc, si on veut atterrir ou décoller puis s'en aller là, dans un autre aérodrome, mais on ne peut pas réatterrir à notre aérodrome. C'est vraiment pour à notre aéroport. Là. On peut décoller pour aller atterrir à un autre aéroport ou atterrir comme vous venez de dire.
Puis on doit quand même avoir les minimums de visibilité aussi. Donc, on doit avoir là, la visibilité minimale là, donc, qu'il faut là, pour pouvoir demander un SVFR. Il y en a-tu qui ont des questions par rapport là, aux 3 parties qu'on a vues ce soir? Est-ce qu'on pourrait Il y en avoir les a-tu aussi? PowerPoint? Ben, les PowerPoints, vous allez les avoir dans le. Si vous réécoutez la vidéo, ou vous allez avoir aussi les plans de cours, mais les PowerPoints, je ne sais pas comment ils vont être diffusés, là. Normalement, vous allez sûrement avoir accès. Mais sinon, là, toutes les cours, là, toute la matière des cours, si vous allez là, sur le site du programme de formation nationale de pilotage, dans droit aérien, puis là, à soir, admettons qu'on a vu Aérodrome 2. Vous les avez, les PowerPoints ont été mis. Ils étaient pas là avant hier, là, mais là, ils ont été mis il y a 8 heures. Là, ils ont été mis aujourd'hui, les PowerPoints. Fait que vous allez pouvoir les avoir accès. OK, merci beaucoup. Vous étiez tous capables d'accéder à ce site-là? Oui, monsieur. Super. Y en a-tu qui ont d'autres questions par rapport au cours en général, là? À date, tout va bien. Y en a-tu qui avaient des questions là, pour prendre les rendez-vous médicaux? Sinon, vous êtes tous corrects, hein? Good. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, là, ben, je vais rester encore un petit 2 minutes là, s'il y en a qui ont des questions individuelles. Puis sinon, moi, mercredi prochain, là, je donne aussi la suite. Donc, si vous êtes là mercredi prochain, là, on va se revoir. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée.